All perfect. Wait. All the slides are in English, but if you need clarification for one slide, please feel free to ask. So now I'll switch in French. Donc, bonjour, merci de l'invitation à présenter. Ça me fait vraiment plaisir d'essayer de partager avec vous mes trucs pour obtenir, pour obtenir une bourse des IRSC, soit au niveau doctoral. Mais finalement, les trucs que je vais vous donner vont s'appliquer pour à peu près toutes les demandes de bourse, que ce soit maîtrise, doctorat ou postdoc, et que ce soit aux IRSC ou aux autres organismes universitaires. Donc, de toute façon, maintenant, les bourses des IRSC, puis vous me le direz là, si vous voyez ma souris là, bouger, ou dites-moi là, en fait, si vous ne la voyez pas. Mais maintenant, là, si vous appliquez au CRSNG ou au CRSH, les demandes de bourse ont été standardisées avec les IRSC aux agences fédérales. Puis le FRQ vient aussi de changer ses critères d'évaluation cet été, qui finalement vient mimer l'application aux IRSC. Donc, mais de manière générale, même quand les critères d'évaluation sont un peu écrits différemment, les mêmes trucs qui vont être discutés aujourd'hui vont s'appliquer à virtuellement toutes les demandes de bourse, peu importe votre niveau d'études. Comme mentionné dans l'introduction, c'est ça, j'ai beaucoup d'expérience au niveau des demandes de bourse. J'en ai quand même eu pas mal à l'époque aussi. Mais depuis aussi que je suis professeur à l'Université Laval, je m'implique beaucoup dans l'évaluation des demandes de bourse. Donc, je suis évaluateur au FRQ, aux IRSC, au CRSNG, à différentes fondations et facultés au niveau de l'Université Laval. J'ai évalué plusieurs centaines de demandes de bourse jusqu'à présent et j'essaie de combiner un peu mon expérience personnelle en tant qu'appliquant à ces concours de bourse-là, mais aussi en tant qu'évaluateur pour essayer de ressortir les bons coups, qu'est-ce qui fait d'une demande une demande gagnante finalement. Et si vous avez des questions tout au long de la présentation, surtout n'hésitez pas à me les poser. Donc, c'est quoi la première chose à faire, évidemment, là, pour appliquer à une demande de bourse? C'est d'aller lire les instructions. Donc, je vous invite, là, souvent, il y a tout le temps quelques candidatures qu'on voit clairement qui n'ont pas suivi les instructions. Donc, allez sur le site des IRSC, il y a toujours une page selon la demande de bourse à laquelle vous appliquez, toujours une page d'instructions pour remplir cette application-là. Allez simplement la lire et allez vérifier aussi les formulaires d'application en ligne. Pour les bourses IRSC, c'est sur le programme ResearchNet. Donc, allez sur ResearchNet et regardez en ligne qu'est-ce qu'il faut remplir concrètement pour faire la demande de bourse. Je ne vais pas aujourd'hui, vraiment, la présentation que je vais faire ne va pas s'attarder au formulaire de l'application ou aux règles standards de l'application. Ça, tout le monde peut aller les lire en ligne. Vous pouvez aller le voir d'avance et remplir les sections de manière appropriée. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est facile à faire et toute l'information est déjà disponible sur le site des IRSC et la plateforme ResearchNet. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est d'aller essayer de vous ressortir ce qui n'est pas dans les instructions, mais qui peut vous donner beaucoup de points ou vous en enlever selon le cas. Et donc, dans le fond, venir bonifier votre demande au maximum au-delà de ce qui est indiqué simplement au niveau des instructions des IRS. Donc, c'est vraiment, vous allez voir aujourd'hui, je vais sauter tout ce qui a l'air un peu trop formulaire et fonctionnaire et on va vraiment s'attarder à des trucs et astuces au niveau de sections précises du formulaire en ligne à remplir pour une bourse des IRS. Donc, maintenant qu'on a lu les instructions, pour faire une bonne demande d'application, il faut en général aller lire c'est quoi les critères d'évaluation. Malheureusement, la tendance actuelle est d'avoir des critères d'évaluation qui sont de plus en plus généraux et presque abstraits, là, ce qui est un peu contre-intuitif. Donc, ici, c'est pour les IRSC, vous avez le premier critère qui est le potentiel et habilité en recherche qui vaut 50% de la note. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs descripteurs ici. Là, je ne vais pas passer à travers. Là. Vous pourrez les relire pour faire ressortir un peu ces mots-clés-là dans vos demandes de bourse. Donc, il y a un critère qui vaut 50 points et le deuxième critère qui est expérience pertinente scientifique ou au-delà de l'académique dans votre dossier. Donc, ici, c'est de faire ressortir ces différents éléments-là et vous pourrez aller voir ici les critères d'évaluation. Puis, ça vaut 50% encore une fois. Le FRQ, cet été, on m'a demandé de glisser un mot du FRQ. Là, vous avez peut-être vu que l'année dernière, le FRQ avait changé son critère d'évaluation avec une partie importante sur la mobilisation sociale. En juillet dernier, le FRQ a annoncé qu'il rechangeait ses critères d'évaluation. Et si vous regardez rapidement ici, ça va presque mimer parfaitement les critères d'évaluation des IRSC. Donc, il y a un point qui est dossier académique et parcours qui vaut 45 points et intérêt et potentiel en recherche qui vaut 55 points, qui peut inclure différents éléments
qui sont additifs ou vous pouvez balancer selon votre dossier pour faire un total de 100 points. Dans le fond, ce que je veux dire ici, c'est que pour l'intérêt et le potentiel de recherche, ce n'est pas nécessairement d'avoir tous ces éléments-là, c'est surtout d'avoir une combinaison, de faire ressortir comment vous vous démarquez pour certains de ces éléments-là, le cas échéant. Autrement dit, que ce soit pour les FRQ et les IRSC, malheureusement, maintenant, les critères de sélection sont assez vagues et vous pouvez vous retrouver un peu perdu par rapport à ça. En fait, les concepts sous-jacents qui vont être évalués par les évaluateurs, c'est de démontrer que vous faites preuve de leadership scientifique et d'excellence académique et scientifique. Et donc, c'est vraiment là, si on peut simplifier au maximum, c'est d'aller rechercher ces deux mots-clés-là puis de faire ressortir ça, pas nécessairement en mettant les mots-clés, mais de faire ressortir là, très clairement dans votre demande que vous êtes un leader au niveau scientifique et vous faites preuve d'excellence académique, non académique, mais vous faites preuve d'excellence de manière générale. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour démontrer ça? Bien, il y a plusieurs façons, mais il y a comme un peu la base, surtout au niveau des IRSC. Et ça, je dirais que c'est les 4 éléments de base que vous devez pouvoir aller remplir, là, surtout au niveau doctoral et postdoctoral. Évidemment, la maîtrise, votre dossier est un peu moins avancé, entre guillemets, là, si on suit le parcours traditionnel, mais au fil du temps, vous allez vouloir viser à remplir ces 4 grandes catégories. Donc, la première, c'est évidemment tout ce qui a trait aux publications. On veut des publications premier auteur, parce que souvent, c'est la position avec le leadership scientifique le plus fort, mais on veut aussi des publications comme co-auteur, parce que ça montre le travail d'équipe, le travail multidisciplinaire, etc. En deuxième, ça nous prend aussi des présentations, que ce soit orales et par affiche. Les deux sont importantes. Et évidemment, on va vouloir des présentations locales, institutionnelles, mais aussi nationales et internationales au fur et à mesure qu'on progresse dans le parcours de la recherche académique. En troisième lieu, là, c'est un peu paradoxal, mais pour gagner des bourses, c'est toujours plus facile si on a eu des bourses. Donc, on veut aller remporter au maximum des prix scientifiques ainsi que des bourses académiques, ou un mélange des deux de manière optimale, plus on avance dans notre parcours. Et plus vous en avez, plus ça vous aide à en avoir parce que ça démontre de manière factuelle votre excellence, si on veut dire. Et enfin, ça prend de l'implication scientifique et ou communautaire. Okay? Puis c'est ce qu'il y avait un peu dans les anciennes demandes FRQ là, sous forme de mobilisation sociale, que j'aime mieux dans l'approche IRSC, qui est un peu leadership scientifique dans la recherche ou en dehors de la recherche. Et en gros, là, ce qu'on veut dire par ici, là, ce sont des accomplissements professionnels que vous avez qui démontrent votre leadership. Okay? Et ça, on va y revenir avec des exemples de c'est quoi ce type d'implication-là qui démontre le leadership. Évidemment, si en ce moment, vous avez une ou plusieurs de ces catégories-là qui est vide, bien, ça va être à vous de travailler pour les remplir. C'est sûr qu'un étudiant qui est au baccalauréat, qui fait une demande de bourse pour la maîtrise l'année prochaine, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un CV aussi rempli qu'un étudiant qui termine son doctorat pour une demande postdoctorale. Évidemment, c'est en fonction de votre parcours et de votre progression, mais au fur et à mesure que vous avancez, on veut le moins de trous possible et on veut garnir ces 4 grandes catégories-là au niveau de votre CV, qui va ensuite être décrit au niveau des différents textes dans les applications des demandes de bourse, peu importe la demande de bourse. OK. Donc, maintenant, ici, ça va être, après avoir lu les instructions, ce sont ici les différentes grandes sections que vous avez à remplir pour une demande de bourse doctorale aux IRSC. Okay? Donc, il y a le formulaire en ligne, les pages de signature, les formulaires sur l'inclusion du sexe et de genre au niveau de votre recherche, le résumé vulgarisé, les attentes en matière de formation, le projet de recherche en lui-même, vos relevés de notes, les lettres de référence, votre CV commun canadien, je vais expliquer pourquoi il est en rouge dans quelques instants, les contributions détaillées et autres documents pertinents à la demande. Okay? Et je le mets ici clairement dans cet ordre-là parce que c'est l'ordre dans lequel le réviseur va voir votre document. Okay? Lorsque vous remplissez toutes les sections dans votre formulaire, vous avez toujours une option à la fin de voir le PDF de la demande complète et c'est dans cet ordre-là que vos documents vont être mis. Okay? Puis c'est à garder en tête lorsque vous allez vouloir être sûr que tous les éléments sont facilement compréhensibles pour l'évaluateur. Okay? Parce qu'il faut comprendre que chaque application a entre 25 et 50 pages. Chaque évaluateur a entre 25 et 35 demandes généralement. Fait que 25 à 35 demandes de 25 à 50 pages, ça fait énormément de texte à lire pour les évaluateurs qui sont souvent en surcharge de travail, on va se le dire. Et donc, vous voulez vraiment simplifier la lecture et la compréhension.
Donc, s'il y a des éléments qui se retrouvent juste dans votre CV, mais qui doivent être compris plus tôt, assurez-vous qu'on le voit plus tôt aussi. Vous ne voulez pas que l'évaluateur aille à jongler entre la page 3, la page 37, on vient à la page 6. Ça va être dur à comprendre dans ce contexte-là. Donc, vous voulez simplifier le tout et que ce soit compréhensible dans cet ordre-là, donc dans l'ordre dans lequel les différentes sections apparaissent pour l'évaluation de votre demande. Un autre point important est que souvent, une demande de bourse, c'est souvent une évaluation, une comparaison entre guillemets des CV. Okay? On ne se le cachera pas, là, surtout au niveau des IRSC. Par contre, le CV, c'est presque une des dernières sections de la demande. Okay? Donc, vous voulez que les points forts du CV soient répétés au fur et à mesure qu'on avance dans votre application et dans le formulaire et à travers les différents textes, qu'on mette en valeur ici et là les éléments forts et s'il y a des éléments à expliquer, que vous les ayez expliqués aux endroits appropriés. Donc, gardez ça en tête, que votre CV, qui est souvent une des sections les plus importantes, elle arrive juste à la fin. Donc, si les différentes sections précédentes, malheureusement, vous nuisent, ce sentiment-là chez l'évaluateur va perdurer, même si vous avez un très, très bon CV à la fin, qu'il ne comprend pas. Donc, soyez conscient de cet ordre-là. C'est important dans comment vous remplissez la demande et dans comment vous expliquez votre parcours personnel et votre parcours professionnel. OK. Donc, cela étant dit, là, je vais vraiment m'intéresser à la demande doctorale au niveau des IRSC. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les trucs vont s'appliquer autant à la maîtrise qu'au postdoctorat. Par contre, si vous faites une demande à la maîtrise aux IRSC, la demande, l'application est plus courte, hein, okay, mais c'est les mêmes conseils. Une note importante, c'est que pour la maîtrise, il n'y aura pas le texte « Attente en matière de formation ». Vous n'avez pas cette section-là à remplir pour les IRSC. Par contre, il faut que cette information-là se retrouve, pas intégralement, mais qu'une bonne partie de cette information-là se retrouve quand même dans votre dossier pour que l'évaluateur comprenne bien votre dossier. Donc, ça va être à vous, puis ça, je vais y revenir un petit peu tout à l'heure, mais de coacher au moins un de vos références pour qu'il puisse expliquer votre parcours de manière chronologique pour que l'évaluateur puisse comprendre comment votre parcours s'intègre dans votre cheminement professionnel. Okay? Donc, pour ça, à la maîtrise, là, essayez d'avoir un peu, garder les conseils que je vais donner pour les attentes en matière de formation, gardez-les en tête pour au moins un de vos référents qui va devoir mettre un peu cette information-là. Ça va vraiment venir grandement faciliter l'évaluation des demandes de maîtrise. OK. Donc, maintenant, je vais revenir au niveau des différentes sections et au niveau doctoral. Donc, le formulaire en ligne, de manière générale, c'est très simple à remplir. Vous faites simplement répondre aux questions, si oui ou non, on choisit les mots-clés et on remplit les différentes sections. Donc, c'est quelle université, par exemple, ou quelle faculté à laquelle vous êtes affilié. Une des questions importantes, toutefois, c'est à se demander, c'est est-ce que vous le faites en anglais ou en français? Donc, de manière générale, vraiment, là, je vais vous suggérer de prendre votre langue maternelle si applicable. Prenez la langue que vous êtes le plus familier, qui va être le plus facile pour vous pour écrire. OK? Si c'est le français, c'est le français. Si c'est l'anglais, c'est l'anglais. Mais sachez que pour les bourses, au niveau des IRSC, du FRQ, vous ne serez pas pénalisé si vous l'écrivez en français. Au niveau des demandes de subvention, vous allez l'entendre souvent en français, c'est fortement pénalisé. Au niveau des demandes de bourse, ce n'est pas le cas. Donc, si votre langue maternelle, c'est le français, que vous avez beaucoup plus de facilité à écrire en français, allez-y en français. Toutefois, n'utilisez pas les deux langues officielles dans votre application. Si vous prenez le français, vous faites tout en français. Si vous prenez l'anglais, vous faites tout en anglais. Okay? Et ça, c'est vraiment important parce que souvent, ce qu'on voit, et on parlait un peu du FRQ, là, vous êtes un réseau FRQ, c'est que l'application est faite en français, sauf le projet de recherche qui est fait en anglais. Et ce qui peut laisser à l'évaluateur des fois l'idée que le projet de recherche a été écrit par le superviseur de recherche et non par l'étudiant. Mais comme c'est évalué, si on a l'impression que ça ne vient pas de l'étudiant, ça va venir jouer sur l'évaluation et notre capacité à pousser pour les capacités en recherche de l'étudiant. Et vous ne voulez pas qu'il y ait cette impression-là chez l'évaluateur. Donc, si vous prenez le français, tout est en français. Sinon, c'est en anglais et tout est en anglais, tout simplement. Assurez-vous, non seulement au niveau des formulaires en ligne, mais aussi au niveau de tous les textes écrits, qu'il n'y a aucune faute, okay? Que ce soit des typos ou des structures de phrases incompréhensibles. Assurez-vous que c'est vraiment là, bulletproof à ce niveau-là. Il faut que ça soit, la qualité de la langue soit irréprochable au niveau des textes. Une façon facile d'y arriver, c'est de vous faire relire, que ce soit par des amis, par la famille, par vos collègues, par vos mentors.
faites relire votre demande au maximum. Le plus de personnes vont la relire, le moins de problèmes au niveau de l'écriture va se retrouver au final dans la demande. Et aussi, ça va vous permettre de raffiner votre texte au fur et à mesure que vous avez des commentaires. Donc, même moi, là, au niveau des demandes de subvention, je les fais encore systématiquement relire par mes collègues. C'est vraiment comme ça qu'on s'améliore et qu'on peaufine vos demandes. Donc, prenez-vous d'avance, faites relire vos applications, les différents textes, à tout le moins, qui vont s'insérer au niveau de votre application aux IRS. Donc, par la suite, là, les formulaires en ligne, après ça, vous avez simplement à la remplir en suivant les instructions. De manière générale, il n'y a pas d'autres pièges à ce niveau-là. Pour les pages de signature, ben là, ça, c'est à vous d'obtenir les signatures appropriées. Prenez-vous d'avance. Souvent, ça prend les signatures des directeurs de centres de recherche. C'est du monde très occupé. N'arrivez pas à la dernière minute. Prenez-vous d'avance. Il n'y aura pas de problème pour obtenir cette signature-là. Sinon, vous n'allez simplement pas pouvoir appliquer. Donc, faites-le d'avance pour être sûr de les avoir en temps et en heure. Maintenant, il y a le formulaire sur le sexe et le genre. Okay? Et dans l'ordre dans lequel la demande est faite, c'est vraiment le premier texte que l'évaluateur va pouvoir lire. Il n'est pas nécessairement évalué, mais c'est finalement là qu'on commence à connaître le candidat ou la candidate à la bourse. Et donc, si le texte, puis ça arrive quand même assez régulièrement, je dirais un 20 à 30 des candidatures, montre dans ce texte-là qu'ils ne comprennent pas les concepts de sexe et de genre. Et la justification est souvent pas une bonne justification de pourquoi ne pas ou pourquoi prendre en compte ces concepts-là. Et si dès le premier texte qu'on lit, la personne ne comprend pas les concepts de sexe et de genre qui doivent être intégrés à sa science, bien, ça part quand même mal l'évaluation scientifique. Vous ne voulez pas donner cette impression-là tout de suite en partant. Donc, remplissez comme il faut cette section-là. Si vous avez de la misère, vous n'êtes pas certain, les IRSC ou les 3 grands fonds fédéraux ont des modules d'apprentissage sur ces concepts-là. Je crois qu'il y en a 3, là, ça a peut-être été mis à jour maintenant. Au moins 3 modules d'apprentissage sur le sexe et le genre. Donc, allez les suivre et assurez-vous de bien remplir cette section-là. Vous voulez que ça soit bulletproof, comme on disait tout à l'heure. En même temps, pas besoin de vous éterniser non plus. Faites un texte qui est short and sweet, donc un texte qui est court, mais qui justifie bien de prendre ou ne pas prendre en compte le sexe et le genre comme variable au niveau de vos travaux de recherche. Donc, par exemple, moi, je suis en recherche sur le cancer, hein, mais les mêmes grands concepts, peu importe si c'est toutes les demandes de bourse, mais en recherche sur le cancer, dès qu'on va travailler dans des cellules ou chez les animaux, bien, les concepts de genre ne peuvent pas s'appliquer. Donc, tout simplement, ma justification à ce niveau-là est faite. Je suis souvent sur le cancer de la prostate, donc c'est seulement chez le sexe biologique mâle, donc mes justifications sont terminées. Je n'ai pas besoin de prendre tout l'espace qui est nécessaire et de justifier d'écrire un roman de justification, 2 à 3 phrases, c'est bien en masse. Okay? Donc, gardez ça clair et concis, mais montrez que vous comprenez les concepts de sexe et de genre, c'est très important. Par la suite, c'est le résumé vulgarisé. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement toujours jugé par les évaluateurs. C'est surtout dans le contexte où, si vous obtenez la bourse, vous êtes récipiendaire de la bourse, il va y avoir une annonce publique, votre nom va être public et il va y avoir ce résumé vulgarisé-là parce que, dans le fond, c'est de l'argent public. Et donc, le gouvernement va pouvoir dire, on a financé un projet de recherche sur le cancer de la prostate pour dire quelque chose. Voici un résumé vulgarisé des travaux de recherche qui sont financés. Okay. Je reprends l'expression short and sweet. On garde ça clair et concis. Ça n'a pas besoin d'être très long nécessairement. Il faut simplement donner une idée de nos travaux de recherche. Souvent, ici, un des pièges dans lesquels les candidates vont tomber, c'est qu'il va y avoir... le résumé ne sera pas du tout vulgarisé et ça va être des fois compliqué à lire. Hein. Il va y avoir moins d'effort qui est mis à écrire ce texte-là qui va être lourd finalement à comprendre. Et donc, si aux premières fois que l'évaluateur lit le projet, ne le comprend pas, dans ce qui est censé être vulgarisé, bien ça aussi, ça donne une mauvaise impression en partant l'évaluation de la demande de bourse. Donc, vous voulez garder ça clair et concis. Vous n'avez pas besoin d'aller dans le détail au niveau du matériel et méthode. Hein. Souvent, le monde va rentrer très, très dans le détail sur les protéines, la modification d'une protéine spécifiquement en position 47. Vous n'avez pas besoin de ça dans un résumé vulgarisé. Restez très, très simple. Vous pouvez décrire de manière générale, très générale, les modèles ou simplement dire on va utiliser un modèle de souris transgénique pour étudier un problème XYZ ou je vais utiliser des modèles cellulaires pour répondre à une question d'importance. Okay?
Dans un contexte personnel de cancer, ça peut être quelque chose comme ça, un peu plus étoffé, là, mais c'est simplement pour vous donner une idée. Donc, par exemple, le cancer de la prostate, c'est le troisième plus fréquent chez l'homme au Canada et les thérapies actuelles ne sont pas toujours curatives et ça reste un cancer qui entraîne beaucoup de mortalité. Il faut donc trouver des nouvelles approches thérapeutiques et pour ce faire, nous, on étudie le métabolisme cellulaire avec différents modèles précliniques, cellulaires et d'animaux transgéniques. Juste quelque chose comme ça pour donner une idée générale de votre projet. Puis par la suite, vous pourrez avoir plus de détails techniques dans le projet de recherche en lui-même. Okay. Donc, c'est ce qui complétait. Donc, vraiment, là, vous voyez les premières sections, je ne passe pas beaucoup de temps parce qu'au final, vous allez être évalué surtout sur les sections suivantes, et notamment la section « Attentes en matière de formation ». Et ça, je vais être honnête, là, des bons CV, il va y en avoir beaucoup, là, surtout au niveau des IRSC, là, il y a beaucoup de bons CV très compétitifs. Donc, qu'est-ce qui va réussir à les discriminer? Ça va être généralement la section « Attentes en matière de formation ». Donc, cette section-là est excessivement importante. C'est une des sections que vous allez avoir à travailler le plus et à retravailler, à lire et à relire de manière à vraiment maximiser ici le potentiel de cette section-là. Dans le texte « Attentes en matière de formation », ça va être important d'aussi mettre en valeur tous les éléments importants de votre CV qui viennent bonifier votre candidature et ou qui doivent être expliqués, doivent l'être dans la section « Attentes en matière de formation ». C'est un peu, en quelque sorte, c'est votre branding. Si je me rappelle bien, c'est 2 pages que vous avez à écrire et c'est la plus longue section que vous avez à écrire. Donc, c'est vraiment là que vous allez personnaliser votre demande, que vous allez expliquer à l'évaluateur qui vous êtes en tant qu'individu, en tant que scientifique, où vous voulez aller et pourquoi il devrait vous donner une bourse pour soutenir votre formation en recherche. Comme je viens de le dire, c'est la plus longue section et il faut la remplir au complet. Hein. Une erreur qu'on voit souvent, vous voyez l'emphase que j'ai, là, une erreur qu'on voit à chaque concours, c'est les demandes qui sont bien remplies ici. Là, vous voyez que l'espace d'une page a été bien utilisé. Puis en parallèle, une demande dans laquelle on va utiliser seulement le quart de l'espace. Il faut vous rappeler que les critères de sélection, même s'ils sont vagues, il faut décrire le potentiel en recherche, l'expérience pertinente et les accomplissements. C'est sûr que s'il y a une candidature à gauche qui complète toute la section pour décrire ce potentiel de recherche, les expériences pertinentes, les accomplissements, et la deuxième demande qui ne prend pas l'espace, par défaut, là, cette deuxième demande-là va quasiment être éliminée là, par défaut parce que vous ne mettez pas l'emphase sur les différents critères d'évaluation. Donc, ces 2 pages-là, il faut le remplir au complet. On ne veut pas que ce soit un long paragraphe illisible et indigeste. Il faut quand même que ce soit aéré, mais pas trop. On veut vraiment maximiser l'espace et utiliser cette section-là à son plein potentiel. C'est vraiment important. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit retrouver dans cette section-là? Donc ici, c'est une espèce de vue résumée de différents paragraphes qu'on devrait retrouver, par exemple. Okay? Donc, on commence avec un premier paragraphe qui décrirait un peu vos objectifs de carrière à long terme, mais aussi votre motivation dans ce domaine-là. Donc, par exemple, dans un contexte comme le mien, où c'est en recherche pour le cancer, décrire pourquoi je veux faire de la recherche sur le cancer. Par exemple, est-ce que j'ai des proches en bas âge qui sont décédés de cette maladie-là et que pour moi, je me suis fait comme mission d'aller trouver des nouvelles approches thérapeutiques. Et par conséquent, j'ai entrepris des études au niveau maîtrise, doctorat ou postdoctoral pour aller acquérir les différentes compétences pour être un scientifique hors pair en recherche sur le cancer. Donc, ça nous aide à comprendre d'où vous venez et où vous voulez aller. Ça, on le dit très tôt. Ça n'a pas besoin d'être très, très long, d'être très personnel, en guillemets, mais il faut comprendre vos motivations et votre objectif de carrière. Par la suite, vous pouvez avoir des paragraphes, par exemple, qui décrivent dès le cégep, si vous aviez eu la piqûre pour la science à travers des événements X ou des compétitions scientifiques, par exemple. Ce n'est pas toujours applicable. Ici, je mets surtout comme exemple. Ensuite, ça vous prend au moins un ou plusieurs paragraphes sur vos études au niveau du baccalauréat. Donc, par exemple, moi, j'ai fait un baccalauréat en biologie, mais après ça, je peux spécifier que j'ai eu des stages appliqués à la recherche sur le cancer où je me suis pris des formations additionnelles sur le sujet. Ensuite, on va vouloir décrire aussi à la maîtrise et incluez ici une petite description du projet de recherche parce que l'évaluateur ne le sera pas nécessairement. Et votre CV est seulement à la fin. Donc, essayez de remettre ça en contexte ici un peu brièvement. On ne veut pas trop décrire, ce n'est pas une description du projet de recherche en long et en large, mais ça peut donner une idée à l'évaluateur, bien comprendre votre parcours professionnel.
Ensuite, il va y avoir généralement plusieurs sections sur le PhD. Je vais y revenir un peu plus dans le détail par la suite. Et enfin, un paragraphe qui vient résumer vos accomplissements ou qu'est-ce qui vous démarque, vous, en tant que chercheur en sciences. Et on rappelle ensuite les objectifs à long terme de carrière et pourquoi est-ce qu'une bourse des IRSC devrait vous être donnée et comment est-ce qu'elle va porter fruit par la suite. Ici, c'est vraiment juste un exemple. Hein. Chaque candidate est différent, un parcours distinct. Donc, ça va être à vous de l'adapter à votre parcours unique pour faire ressortir ce qui fait de vous un candidat unique, mais aussi pourquoi ça fait de vous un candidat exceptionnel qui devrait recevoir cette bourse des IRSC. Donc, maintenant, on va le prendre un petit peu plus dans le détail, là, ce texte sur les attentes en matière de formation. Okay? Donc, au fil du texte, ça doit être une espèce de narratif chronologique qui décrit là, en ordre chronologique votre parcours professionnel, donc d'où vous venez et où vous voulez aller. Okay? Donc, on décrit les études du baccalauréat, parfois par rapport au cégep. On décrit les différentes formations en recherche, qu'est-ce qui vous a motivé à aller à la science, et ensuite, on transitionne vers la maîtrise, le doctorat et les attentes en matière de formation, bien évidemment. Et on veut pousser ici une carrière en recherche. Okay? Et je crois que je vais y revenir plus tard, là, mais je vais le discuter tout de suite. Vous n'avez pas besoin de mentionner que vous voulez être chercheur ou professeur universitaire ou être en recherche académique. Ce n'est pas ça le message ici. Mais vous voulez montrer qu'obtenir une bourse des IRSC va non seulement vous servir pour faire vos études, par exemple, doctorales ici, mais va en même temps être un tremplin additionnel pour la suite de votre carrière. Donc, si vous dites, je vais faire un doctorat, mais après ça, je vais faire quelque chose pour lequel le doctorat ne me sert plus à rien, là, l'évaluateur va dire, OK, à dossier égal, je vais favoriser la personne chez qui non seulement la bourse va être positive au niveau du doctorat, mais va en même temps favoriser pour la suite, peu importe ce que la suite. Donc, il faut qu'il y ait une espèce de certain lien, une continuité, et qu'on voit un rendement maximal sur l'investissement de cette bourse-là, entre guillemets. Et au fur et à mesure que vous décrivez les différents paragraphes, vous pouvez mettre en lumière les éléments clés de votre CV ou de votre formation qui font de vous un candidat d'excellence et qui fait preuve de leadership scientifique. Donc, encore une fois, on revient au mot-clé leadership et excellence. Okay? Et ça, il y a différentes façons de mettre ça en lumière. Ici, j'en ai listé quelques-uns. Donc, évidemment, ça peut être les publications scientifiques, surtout au niveau doctoral, les présentations scientifiques, que ce soit au niveau local, national, à l'international, les compétences que vous avez acquises. Par exemple, si au doctorat, vous avez besoin des compétences avancées en imagerie que vous avez acquis dès la maîtrise, là, ça peut être intéressant de le dire à la maîtrise. J'avais un projet de microscopie confocale à haute résolution. On a eu des résultats de qualité, ça a été publié. Je vais me servir de cette expertise technique acquise-là dans le cadre de mon doctorat. Okay? Donc, en même temps, vous pouvez commencer à faire l'intégration de vos différentes expertises au fur et à mesure que vous construisez le texte d'attente en matière de formation. Vous pouvez aussi discuter des fois d'événements qui ont l'air un peu moins scientifiques. Les attentes en matière de formation sont un bel endroit pour pouvoir les mettre en valeur, comme tout ce qui est événements de vulgarisation scientifique, par exemple. Si vous avez participé à des congrès à l'international ou à l'organisation de congrès, on parlait tantôt avec la responsable de la présentation aujourd'hui, au niveau des compétitions entrepreneuriales aussi, c'est quelque chose qui est bien vu. Si vous êtes impliqué dans les associations étudiantes, les réseaux étudiants, parce que dans le fond, ces différents aspects-là, comme l'implication étudiante hors académie ou à travers les activités scientifiques, ça démontre le leadership scientifique, et c'est quelque chose de très positif au niveau de l'évaluation. Évidemment, si vous avez des très bonnes notes au niveau du baccalauréat, de la maîtrise, vous pouvez le mentionner. Si vous êtes sur le tableau d'honneur à la maîtrise, rappelez-le là. Dites-vous pas juste, c'est dans mon CV à la 45e page de ma demande. Vous pouvez le mettre en valeur ici. Au niveau de ma maîtrise, ça a été très fructueux, très bien évalué sur le tableau d'honneur de la Faculté des études supérieures, par exemple. Vous pouvez aussi avoir eu des activités de levée de fonds. On en voit de plus en plus pour différentes fondations. Si vous avez été ici, par exemple, au niveau très impliqué au niveau sportif et des compétitions de haut niveau, encore une fois, c'est quelque chose d'intéressant à faire ressortir. Ça démontre votre leadership, que ce soit au niveau scientifique, mais aussi en dehors. Et ça démontre que vous êtes capable de gérer plusieurs projets à la fois, si vous êtes capable d'avoir soit des accomplissements sportifs, entrepreneuriaux, de vulgarisation, en même temps qu'au niveau scientifique. Évidemment, il faut que la science soit
importante et qu'on ait de l'excellence scientifique, mais avoir d'autres cordes à son arc, c'est très important. Ça démontre à quel point vous êtes qualifié pour ce genre de bourse-là. Évidemment, ça se peut que selon le parcours, le pays d'où vous venez, là, des fois, on voit souvent, par exemple, le système français va moins pousser vers ce genre d'activité-là. Ça s'explique dans l'entente en matière de formation et on peut essayer de mentionner comment on va s'adapter au système québécois ou comment, c'est quoi notre vision d'avenir par rapport à ça. Donc, moi, la vulgarisation scientifique, pour moi, c'est important. J'ai déjà ciblé le réseau québécois de la recherche sur la douleur pour aller faire des activités à ce niveau-là. Donc, il y a quand même moyen de venir bonifier ça si ce n'est pas déjà fait. Puis sinon, dans le futur, je vous encourage quand même à essayer de bonifier votre curriculum à ce niveau-là. Et donc, dans le fond, l'idée ici, c'est de faire ressortir dans le texte d'attente en matière de formation tout ce qui démontre votre leadership scientifique et votre excellence, mais le démontre de manière factuelle par des accomplissements concrets qui vont se retrouver dans le CV, mais vous voulez les mettre en valeur ici, les expliquer et les harmoniser de manière intégrée aussi au fur et à mesure qu'on apprend à vous connaître à travers votre demande de bourse. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, on avait le paragraphe 1 qui met un peu en contexte vos motivations et vos objectifs à long terme. Le paragraphe 2, un autre exemple, pourrait être d'avoir, bon, OK, j'ai eu pendant mon baccalauréat un stage d'été important, j'ai fait mes premières armes au niveau de la recherche scientifique et ça m'a amené à faire 2 présentations par affiche au niveau local. Par la suite, j'ai fait dans un paragraphe séparé parce qu'on veut quand même structurer ici et avoir vraiment des bonnes séparations entre les différentes étapes ou les différents messages, les différents points qu'on veut mettre en évidence. Donc, un 3e paragraphe pourrait être sur un autre stage fait au baccalauréat à l'automne, par exemple, dans lequel vous avez appris des techniques qui vont maintenant être essentielles à votre projet de PhD ou une expertise, par exemple, qui pourrait être pertinente aussi. Vous pouvez mentionner aussi les accomplissements scientifiques. J'ai fait une présentation avec mes travaux et ce qui démontre en même temps que vous avez acquis cette technique-là, c'est justement, vous l'avez présentée et ça va être intégré à un manuscrit qui, par exemple, est en préparation ou est même déjà soumis ou accepté pour publication. Par la suite, vous passez évidemment plus de temps sur la maîtrise. Ça peut être de décrire votre projet qui est en lien avec vos objectifs de carrière, dans lequel vous avez appris des expertises ou des techniques essentielles pour faire de vous un meilleur scientifique dans le cadre de votre objectif à long terme. Vous pouvez mentionner si vous avez publié, si vous avez présenté, si vous avez obtenu des prix et bourses, par exemple, le rementionner, le remettre en valeur ici. Si vous aviez en même temps que votre maîtrise participé à des projets entrepreneuriaux ou des associations étudiantes, vous pouvez l'intégrer aussi dans ce contexte-là et dire pourquoi c'est important pour vous et comment ça a bonifié au final votre formation. Et ensuite, évidemment, dans une demande de bourse au PhD, on va passer un petit peu plus de temps au PhD. Ah oui, rappelez-vous, les différents paragraphes doivent être intégrés les uns avec les autres et alignés avec vos objectifs de carrière à long terme. Donc, parfois, par exemple, un stage va être, je ne sais pas, là, vous êtes en recherche sur la douleur, un stage pourrait être en infectiologie, ce qui a a priori aucun rapport ou presque. Par contre, c'est de la recherche scientifique. Donc, peut-être que vous avez appris des techniques qui, elles, vont pouvoir vous resservir, comme un Western blot ou des QPCR, qui, peu importe le domaine, vont rester les mêmes. Et donc, c'est à vous de montrer comment ce stage-là vient bonifier votre parcours professionnel en lien avec votre vision à long terme de recherche, peu importe le domaine que vous voulez faire. Et si aussi vous avez fait des transitions très différentes, là, donc par exemple, moi j'ai un parcours initialement, là, je voulais m'intéresser à la biologie marine, j'ai bifurqué en cours de route vers la recherche sur le cancer, mais donc ça s'explique et ce sera à vous de l'expliquer pour que ça fasse du sens au final pour l'évaluateur et donc pas le laisser d'incertitude lorsqu'il va voir votre CV, mais bien comprendre votre parcours, votre cheminement professionnel et personnel à travers cette section-là. Donc, maintenant, votre PhD, évidemment, il faut qu'il fasse une grosse partie de cette demande-là. Okay? Vous pouvez commencer par expliquer très simplement votre projet de recherche. Puis pourquoi? Bien parce que si vous vous rappelez l'ordre des documents, l'évaluateur ne sait pas encore c'est quoi réellement votre projet de recherche. Il est plus loin dans la demande. Donc, vous pouvez le mettre en contexte ici avec 2 ou 3 phrases, par exemple, pour rappeler à l'évaluateur c'est quoi votre projet de recherche et donc pourquoi votre environnement de doctorat est un bon environnement pour vous en lien avec vos objectifs à long terme aussi. Okay? Donc, par exemple, c'est quoi les expertises ou les techniques uniques que vous allez aller acquérir dans votre environnement de recherche doctorale?
Il faut aussi prendre le temps non seulement d'expliquer un peu votre projet, qu'est-ce que vous voulez aller chercher avec votre doctorat, mais aussi de décrire votre environnement de recherche, donc le laboratoire. Et notamment, ça passe par le directeur ou la directrice de recherche. Est-ce que c'est un bon mentor? Est-ce que c'est un bon mentor ou un bon scientifique notamment? Pour ça, on ne veut pas rester trop non plus dans le personnel, il faut être dans le factuel. Donc, on peut dire que c'est un bon mentor. Par exemple, il a formé plus de 70 étudiants gradués au cours des dernières années qui ont toujours eu beaucoup de succès après, en publiant notamment des articles à haut facteur d'impact dans mon domaine de recherche qui est sur la douleur, dans lequel je veux me spécialiser. Donc, là, on vient vraiment de justifier le laboratoire et d'ancrer vos attentes en matière de formation. On peut dire aussi que le financement est important. Et donc, de dire, par exemple, que votre projet est financé par une demande IRSC 5 ans, ça vient solidifier non seulement la pertinence de votre projet, mais ça vient justifier aussi, pourquoi vous faites vos travaux de recherche là. Parce que c'est bien beau de dire, je veux une bourse doctorale, mais allez-vous être capable de faire votre recherche? Si le projet est déjà financé, bien, votre recherche, vous allez la faire et vous allez avoir les moyens de vos ambitions. Ça, c'est important aussi. Est-ce qu'il publie aussi de la recherche importante dans le domaine? Ça peut être important. Après, s'il y a d'autres points qui, pour vous, sont importants, vous pouvez les faire ressortir. Donc, par exemple, ça peut être un chercheur ou un environnement de recherche qui favorise beaucoup la vulgarisation scientifique et le contact avec le public. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire ressortir. Chaque demande est unique, c'est à vous de faire ressortir des éléments importants qui vous sont propres. Okay? Ici, c'est toujours juste des exemples, mais vous voyez un peu l'idée générale à bien faire ressortir. Il y a plein d'autres éléments qu'on peut faire ressortir. Donc, par exemple, les opportunités de collaboration au niveau national, au niveau international. Ça peut être quelque chose qui vient bonifier la formation doctorale. S'il y a notamment des séries de séminaires scientifiques de haut calibre ou des journal clubs ou des opportunités de mentorat, par exemple, pour former des étudiants de premier cycle. C'est tous des éléments que vous pouvez mettre en valeur qui vont venir dire, pour mes objectifs de carrière future, c'est des éléments que je vais pouvoir aller chercher au niveau de ma formation doctorale et donc m'aider à atteindre ces objectifs-là. C'est quelque chose qu'il faut que vous puissiez bien articuler dans votre demande de bourse. On peut parler aussi des instruments spécialisés qui sont disponibles au sein de l'équipe de recherche. Si c'est un environnement de recherche multidisciplinaire, vous allez toucher à la recherche fondamentale et ou la recherche clinique, une combinaison des deux qui pour vous est importante. Donc, c'est tous des éléments, des exemples d'éléments que vous pouvez venir intégrer dans le texte d'attente en matière de formation. Souvent, l'un des pièges de cette section-là, c'est que les candidats vont passer beaucoup de temps à justifier l'université ou le centre de recherche. Personnellement, là, je vous suggère de vraiment vous concentrer sur le laboratoire de recherche plus spécifiquement, parce qu'on s'entend, là, si vous avez fait différents stages, touché à plusieurs laboratoires, chaque laboratoire est vraiment différent. Donc, une université en soi, on peut le mentionner, ça peut être vu positivement, ça peut être important de le mentionner, mais passez pas trop de temps là-dessus. On veut se concentrer rapidement sur l'environnement de recherche doctorale, c'est-à-dire le laboratoire de recherche dans lequel vous effectuez votre doctorat. Okay? Et au final, pourquoi, dans le fond, il faut mentionner pourquoi le laboratoire va vous permettre d'atteindre vos objectifs de carrière, mais en même temps, va vous permettre de faire un excellent doctorat qui va vous propulser pour atteindre votre projet professionnel. Okay. Et finalement, la section attente en matière de formation, vous finissez avec un petit paragraphe qui va venir résumer votre parcours et va résumer pourquoi vous êtes un candidat exceptionnel qui devrait avoir une bourse. Sans le dire comme ça, là, évidemment, là, mais c'est un peu le message qu'on veut envoyer de manière un peu subliminale. Par rapport à votre objectif de recherche, comme je le mentionnais, ça n'a pas besoin d'être je veux faire un doc, post-doc, puis je veux être chercheur universitaire en académie. Ce n'est pas nécessairement ça. Mais on veut voir que vous avez besoin d'une bourse doctorale et que si on la donne à un candidat comme vous, que ça va aussi vous permettre d'atteindre vos objectifs futurs au niveau professionnel. Okay? Et donc, par exemple, un petit paragraphe comme ça pour bien conclure, là, c'est de résumer un peu tous vos accomplissements en intégrant le tout ensemble. Ça peut être pour un étudiant doctoral ou postdoctoral de dire à travers ma formation en recherche sur la douleur, par exemple, j'ai publié 4 articles, dont 2 ou 3 premiers auteurs, j'ai présenté 10 présentations à l'international et au niveau national, j'ai obtenu 6 prix et bourses qui totalisent 55 000 $ de prix d'excellence, etc. Une bourse doctorale des IRSC serait un important support pour ma carrière de manière à me soutenir et à promouvoir et à m'aider
dans l'atteinte de mes objectifs professionnels pour devenir un successful scientist in cancer research dans mon contexte, mais évidemment, ça peut être dans votre domaine, peu importe le domaine que vous voulez avoir. Donc, vous voulez mentionner, résumer pourquoi, qu'est-ce qui fait de vous ici un excellent candidat. Donc, on démontre de manière factuelle l'excellence leadership et l'excellence scientifique. Et en même temps, on vient rejustifier pourquoi ce serait important pour vous d'obtenir une bourse-là et comment ça va vous supporter dans votre parcours professionnel futur. On reste factuel. OK? Souvent, cette section-là, certaines fois, on voit que ça devient trop personnel et émotif. Il peut y en avoir au niveau des motivations à être dans un domaine particulier, mais vous voulez qu'au fil du texte, au fur et à mesure que ça progresse, que ça devienne de plus en plus factuel. Parce que pour l'évaluateur, c'est beaucoup plus facile de défendre votre dossier lorsqu'il y a la sélection finale là, des dossiers qui vont être boursiers avec des faits. Donc, si X articles, plusieurs présentations, c'est avec ça qu'on va pouvoir justifier vraiment avec des faits et des accomplissements des personnes. Donc, essayez de vraiment faire ressortir de manière factuelle l'excellence et le leadership à travers votre dossier. OK. Donc, c'est ce qui complétait pas mal mes conseils pour la section attente en matière de formation. Si vous avez des questions, on peut y répondre maintenant ou ça peut attendre à la fin de la présentation aussi, si vous préférez. L'autre section importante qui suit finalement attente en matière de formation, c'est le projet de recherche ou le proposal ici. Puis ici, il faut comprendre, c'est un peu différent que de la section précédente ici, mes conseils. C'est que la plupart des gens vont avoir très bon ici. Donc, ce n'est pas là qu'on va départager les forts dossiers. Okay? Par contre, c'est dans cette section-là que plusieurs personnes peuvent se tirer dans le pied et donc perdre des points et vous amener vers le bas. Donc, vous n'allez pas vous démarquer avec le projet de recherche, mais vous pouvez vous planter finalement si vous n'avez pas une structure qui est attendue, entre guillemets, par les évaluateurs. Donc, tout comme attente en matière de formation, le projet de recherche doit être excessivement bien travaillé et peaufiné là, vraiment beaucoup. Ici, c'est un exemple de structure là, que moi j'aime bien. C'est un de mes étudiants qui a justement eu la bourse des IRSE au niveau doctoral. C'est un exemple, évidemment, d'un projet à l'autre, d'une thématique à l'autre. Ça va varier, mais c'est un exemple pour vous donner une idée concrète de comment un projet de recherche aux IRSE doit être monté. Donc, ça commence par le titre. Ce n'est pas nécessaire, mais le titre de votre projet de recherche se retrouve dans le formulaire en ligne qui est probablement à la page 1 de votre dossier doctoral. Le projet commence à la page 26. Et donc, s'il n'y a pas de titre, souvent, on rentre direct dans le projet de recherche. Puis là, il faut se remettre, OK, c'était quoi dans la demande que je suis en train de lire parce que ça fait 20 pages que j'ai lu le titre. Si la place le permet, je vous suggère de le remettre. Ce n'est pas nécessaire, mais ça peut être une bonne façon pour l'évaluateur de se remettre dans le bain. OK, c'est quoi la thématique de recherche? Okay. Par la suite, on a une section d'introduction avec les hypothèses de recherche et les objectifs à long terme qui peuvent être inclus aussi. Il ne faut pas que cette section-là d'introduction dépasse 30 de la page. Souvent, un des deux grands pièges au niveau du projet de recherche, c'est qu'il y a beaucoup trop de temps qui est mis sur l'introduction. L'introduction fait 70 de la page et au final, on est censé donner une bourse pour le projet de recherche des 3 prochaines années au niveau doctoral. Mais si 70 est en introduction, on ne sait pas c'est quoi le projet. Et donc, là, l'étudiant va perdre des points énormément pour ce critère-là au niveau de l'évaluation. Donc, on met une hypothèse, 20 à 30 pour bien comprendre quand même dans quel contexte la science va se mettre, et avec une hypothèse ici pour bien justifier l'approche de travail. OK? Comme je le mentionnais, il ne faut pas que ça soit la grande... Non, je vais rephraser ça, pardon. La majeure partie du projet de recherche doit être sur le projet de recherche en lui-même. Donc ici, ça a été séparé. Il y a l'objectif 1 du projet avec le matériel et méthode. C'est suivi de l'objectif 2 et de son matériel et méthode conséquemment. Et enfin, avec une petite section ici qui peut avoir de l'information additionnelle. Donc ici, dans ce contexte-ci, c'est faisabilité et retombée du projet de recherche, résultats attendus, conclusion, impact à long terme. Donc, il y a plusieurs façons de faire la phrase de conclusion, mais vous voulez finir fort finalement. Il peut y avoir de l'information additionnelle. Donc, par exemple, est-ce que vous avez le financement de ce projet-là? Par exemple, si c'est financé déjà par les IRSE pour les 5 prochaines années. Si l'équipement spécialisé qui est unique et qui est disponible là, vous pouvez le mentionner aussi. Ça remet en valeur votre milieu de formation, comme quoi c'est l'endroit idéal pour accomplir votre travail de recherche. Okay. Et ça prend les références aussi. On n'en veut pas beaucoup, on n'en veut pas nécessairement que ça prenne trop d'espace. Donc, une manière
de synthétiser ça pour que ça soit très succinct, mais ça prend des références. Hein, c'est un texte scientifique. On veut voir quelques références minimalement dans votre projet de recherche. Vous pouvez aussi mettre en valeur des références de votre laboratoire. Si votre laboratoire ou vous-même est publié dans Nature, vous pouvez le faire ressortir ici, mettre un astérisque, dire avec un astérisque, dire référence du laboratoire d'accueil. Donc, on voit des éléments importants qui viennent, encore une fois, pousser la candidature vers l'atteinte des objectifs d'excellence et de leadership scientifique. Ici, dans ce contexte-ci, les références avaient été mises comme résultat préliminaire. C'est un étudiant. Dans la première année, il y avait eu un article scientifique et donc il était cité ici comme résultat préliminaire du projet. Donc, évidemment, ça vient supporter encore plus les aptitudes en recherche. Donc, encore une fois, ici, c'est juste un exemple. Vous pouvez utiliser une manière plus traditionnelle au niveau scientifique, au niveau de l'ordre. Donc, vraiment l'introduction, hypothèses et objectifs de recherche, matériel et méthode, résultats attendus et conclusion. Okay. Peu importe le style que vous allez utiliser, assurez-vous quand même d'avoir globalement ces différentes sections-là dans un ordre qui ressemble à ça. Souvent, là, il y a même des projets de recherche qui n'ont pas de matériel et méthode, où on ne décrit pas les modèles ou qu'est-ce qui va être réellement fait. Et ça fait très mal à une demande. Donc, allez-y allez-y avec la méthode traditionnelle, c'est souvent ce qui marche le mieux au niveau de ce projet-là. Peu importe le style que vous utilisez, assurez-vous aussi que le projet soit faisable en 3 ans, c'est un projet de doctorat, qu'il soit aussi compréhensible et compréhensible pour un non-spécialiste. Okay? Vous êtes en recherche sur la douleur, pour la plupart d'entre vous, j'espère, à travers le réseau dans lequel vous m'avez invité à présenter. Mais il faut savoir que lorsque vous faites une demande de bourse au FRQ, aux IRSC, notamment au concours national, bien, vos demandes vont être envoyées à un comité qui est souvent qui a un éventail assez diversifié de demandes. Okay? Et donc, même moi, traditionnellement, je vais en avoir évalué des projets de recherche de candidats qui travaillent sur la douleur, en immunité, sur la recherche sur le cancer, en neurosciences, de plein de domaines variés. Et ça va être à vous de le rendre compréhensible pour un non-spécialiste. Ça va rester l'évaluateur, quelqu'un qui a une formation avancée en sciences, mais ça va être à vous de le rendre quand même accessible pour quelqu'un qui, traditionnellement, ne sera pas un spécialiste de la douleur comme vous. Donc, ça, c'est votre devoir. Et une bonne façon de le savoir, c'est de le faire lire par vos collègues scientifiques, même à la maîtrise ou au doctorat ou à vos superviseurs, pour savoir si le niveau de détail est adéquat ou non pour votre projet de recherche ici, pour une bourse des IRSC. De toute façon, une page, ça va vite, une page de projet de recherche, vous n'aurez pas l'espace pour mettre trop de détails. Si vous avez des résultats préliminaires, c'est quelque chose qui peut être aussi discuté dans la demande. Je crois que vous avez l'opportunité de mettre des figures. C'est excessivement rare qu'on le voit. Vous n'avez pas la place vraiment pour le mettre finalement une page. Mais vous pouvez faire 1 ou 2 phrases par rapport à ça et discuter comme quoi vous avez déjà établi le modèle de souris transgénique et que vous avez acquis l'expertise technique nécessaire, par exemple. Au fur et à mesure de ce projet de recherche-là, vous voulez aussi clairement séparer les sections. Vous pouvez le faire aussi dans l'entente en matière de formation, hein, ici. Souvent, là, dans l'exemple que j'avais pris ici, on le voit, l'introduction est en caractère gras, l'hypothèse est en caractère gras, ensuite on tombe à l'objectif 1. Donc, c'est très clair les différentes sections traditionnelles de la méthode scientifique. Hein. Intro, objectif, hypothèse, matériel et méthode, résultat, conclusion, etc. Il faut que ça soit très clair. On peut mettre un peu de caractère gras, souligner pour mettre en valeur ces différentes sections-là. Mais on ne veut pas qu'il y en ait trop non plus. Hein? Vous ne voulez pas combiner les gras surlignés italiques là, à peu près partout. Ça devient trop lourd à lire. Donc, il y a un juste milieu à respecter pour que ça aide à la compréhension et à la séparation des tâches sans y nuire non plus. Vous voulez aussi aérer les sections. C'est plusieurs paragraphes, par exemple, avec un peu d'espacement dans les paragraphes. Par contre, vous ne voulez pas trop aérer. Donc, si j'ai l'impression que vous avez fait 3 enter en chaque paragraphe parce que vous avez de la misère à décrire votre projet de recherche, ça va vous faire mal au niveau de l'évaluation. Donc, on aère les sections pour que ça soit lisible. On ne veut pas un gros paragraphe très dense qui part en haut à gauche, qui finit en bas à droite. On veut un peu d'aération, mais pas trop non plus. On veut montrer qu'on a utilisé à bon escient l'espace qui était disponible. Et on veut, en général, suivre la méthode scientifique classique. Okay? Donc, ici, on voit, il y a quand même beaucoup de texte. C'est une page qui est bien remplie, mais elle est quand même relativement aérée avec un peu d'espace entre les paragraphes aussi. OK?
Pour les projets de recherche fondamentale, c'est souvent là que le piège est de rentrer trop dans le détail et de rendre ça incompréhensible pour des non-spécialistes. Donc, vous voulez atteindre le juste milieu là, au niveau de la recherche fondamentale où on commence à rentrer dans la recherche moléculaire et on commence à avoir la saveur fondamentale, mais sans trop rentrer dans le détail. Puis un bon indice de ça, si vous utilisez 25 acronymes dans une page, c'est trop. Il faut utiliser le moins d'acronymes possible. Des fois, ça en prend quelques-uns, vous n'en voulez pas trop non plus. Okay? Donc, gardez ça clair et simple. On peut rentrer un peu dans le détail, mais pas trop non plus pour ne pas perdre l'évaluateur. Parce que si l'évaluateur ne comprend pas votre projet de recherche, ben, ça va se retourner contre vous et c'est vous qui avez mal expliqué votre projet à l'évaluateur, entre guillemets. Et donc, vous ne voulez pas qu'il y ait cette incompréhension-là parce que ça va vous nuire au niveau de l'évaluation. Vous pouvez aussi, si c'est pertinent, décrire, mais pas trop dans le détail, mais les différents modèles de recherche précliniques que vous allez utiliser. Les lignées cellulaires, les modèles de souris transgéniques, mais vraiment en surface, tout simplement. Donc, par exemple, moi, je suis en recherche sur le cancer, dans le cancer de la prostate. Je peux mentionner, je vais utiliser des lignées cellulaires traditionnelles, fréquemment utilisées, comme les cellules LNCAP et 22RV1, parce que c'est les modèles classiques utilisés pour le sous-type de cancer que j'utilise, par exemple. Mais vous n'avez pas besoin d'aller beaucoup plus dans le détail que ça. Okay? Si vous faites des travaux de recherche clinique, surtout là, quand c'est des grands regroupements de travaux de recherche multicentriques, vous pouvez en prendre un petit peu d'espace pour décrire le rôle précis que vous allez jouer. Parce que c'est multicentrique, le recrutement de milliers de patients. On comprend qu'il y a des équipes importantes de dizaines de personnes qui travaillent derrière le projet. Donc, il faut vraiment expliquer c'est quoi votre projet précis de doctorat au sein de ce regroupement multicentrique-là. OK. Donc, ça résume un peu pour le projet de recherche. Donc, une page, on suit la méthode scientifique et on rend ça accessible à l'évaluateur, tout simplement. Par la suite, il y a la section des relevés de notes que vous devez remplir. Là, vous êtes un peu coincé, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire. Là, vous avez les notes que vous avez. Si vous avez des A+ partout, des notes très, très fortes, c'est parfait. Puis, vous pouvez le mettre en valeur dans votre section Entente en matière de formation. Si vous avez eu un parcours qui a été plus difficile initialement là, au niveau des études de baccalauréat, c'est pas grave, découragez pas. Il y a tout le temps une manière de montrer que vous progressez. Et donc, au niveau maîtrise, doctorat, que vous montez ces notes-là, que là, vous vous améliorez vers le A. Et vous pouvez, en fait, dans la section Entente en matière de formation, démontrer cette progression importante-là. Okay? Donc, de passer des C à des A. Et là, ça va vous permettre de venir bonifier votre dossier ou l'évaluation que vous en faites en misant sur votre progression importante au niveau de la performance académique. Okay? Plus vous allez avancer dans le parcours maîtrise, doctorat, postdoctorat, moins les notes du baccalauréat vont compter. Mais c'est à vous de bien tirer votre épingle du jeu selon vos relevés de notes, parce que ça, vous ne pouvez pas changer grand-chose, mais vous pouvez expliquer par la suite pourquoi ça a été difficile ou plus difficile dans certains cas. Si vous avez eu, par exemple, que vous avez commencé plus difficilement puis que ça a progressé au fil du temps, vous pouvez expliquer pourquoi vous avez eu ces difficultés-là initialement. Par exemple, si vous avez changé de parcours de manière radicale, donc, je ne sais pas, vous avez commencé une technique en aménagement de la faune avant d'entreprendre un baccalauréat en sciences biomédicales, la transition peut avoir été difficile. Et par la suite, on s'est repris au fil du temps qu'on s'est amélioré, on a augmenté les notes et ça peut être évalué très favorablement. Si vous venez aussi d'un système scolaire différent de celui du Québec, il faut l'expliquer en tant en matière de formation. L'exemple classique, c'est au niveau des étudiants internationaux. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de France notamment, où les moyennes des relevés de notes sont beaucoup plus faibles de par le système français. Mais ça s'explique. Vous pouvez mettre en valeur votre position par rapport au candidat. Si vous aviez, je ne sais pas, 12 sur 20, mais que pour votre cohorte, ça représentait être dans le top 25 là, le message est différent. Et donc, ça, c'est à vous de bien le mettre en valeur et de l'expliquer à l'évaluateur. Cela étant dit, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire au niveau des relevés de notes. Donc, expliquer à l'évaluateur votre contexte scolaire si c'est à l'international et s'il y a eu des changements de parcours, vous pouvez aussi bien l'expliquer au niveau des attentes en matière de formation. Donc, par la suite, il y a la lettre des deux référents dans ce cas-ci. Donc, la plupart du temps, là, les lettres de référence, c'est comme pour le projet de recherche. Normalement, les bonnes demandes ont des bonnes demandes de référents. Et donc, ce n'est pas ça qui va vous démarquer en vous faisant vraiment monter au-dessus de la pile.
parce qu'on s'attend à ce que ce soit bon pour tout le monde. Hein. Si quelqu'un accepte d'être référent, c'est parce qu'il veut supporter votre dossier. Donc, la plupart des lettres de référence sont bonnes. Ce qui fait mal à un dossier, c'est quand la lettre de référence n'est pas bonne. Et ça arrive, ou quand l'évaluateur n'a pas les outils ou ne prend pas le temps de vous faire une bonne lettre de référence, là, ça va vous baisser. Donc, vous voulez vraiment ici aller aider les référents à vous donner les meilleures évaluations possibles. Okay? Et donc, ça aussi, ça demande beaucoup de travail de votre côté aussi. Okay. Donc, ici, c'est dans un contexte d'évaluation doctorale, évidemment. Là, ça vous prend 2 référents. On s'attend quand même à ce que généralement, un de ces référents-là soit votre directeur de recherche doctoral et, si possible, votre directeur de recherche à la maîtrise aussi. Okay? Ça, c'est vraiment dans le meilleur des mondes. Si c'est au postdoctorat, ben, le mentor de postdoctorat et le mentor de doctorat. Mais si c'est postdoctorat et que vous n'êtes pas encore dans le labo de postdoc, ça peut être les mentors de doctorat et de maîtrise parce qu'ils vous connaissent mieux et peuvent donc mieux étoffer leur lettre de référence. De manière générale, essayez de choisir des professeurs universitaires ou des professeurs au niveau impliquant dans la recherche industrielle comme référents. Pourquoi? Parce que généralement, ils sont plus habitués à en écrire et ils sont aussi plus habitués à réviser les demandes de bourse, comme moi, ça fait partie de mon travail aussi. Et donc, leurs lettres de référence sont en général mieux alignées avec les objectifs du concours et les demandes d'application. De temps en temps, on voit des lettres de recherche faites, par exemple, par des professionnels de recherche. Ce n'est pas rien contre les professionnels de recherche, mais souvent, les lettres de professionnels de recherche vont être plutôt enlignées à décrire les aptitudes personnelles du candidat ou de la candidate à la demande de bourse. Autrement dit, ils vont décrire que c'est une personne agréable, qui est très collaborative, mais des fois, ce n'est pas ça qu'on veut savoir nécessairement à travers la lettre de référence, mais c'est plutôt comment elle permet de répondre aux points A, B, C, D en étant très factuel, avec les demandes de bourse, etc. Et donc, souvent, c'est simplement pour le style, les professeurs vont être plus habitués et vont faire des lettres de référence qui vont être plus informatives pour les évaluateurs. Dans tous les cas, peu importe qui vous sélectionnez pour être vos 2 sponsors, prenez-vous d'avance. 2-3 semaines est vraiment le minimum avant la date limite. Mais si vous êtes capable, allez-y 1 à 2 mois en avance, okay, minimalement, et donnez-leur les critères d'évaluation et votre CV, okay, pour qu'ils sachent comment remplir de manière adéquate l'évaluation et la lettre de référence, mais aussi qu'il y ait les éléments de votre CV qui puissent s'intégrer à leurs différents textes. Parce qu'encore une fois, on est des scientifiques, il faut être factuel pour démontrer ce qu'on veut démontrer. Donc, si on veut démontrer qu'un candidat est excellent, on ne va pas juste dire qu'il est excellent, on va le dire avec différents accomplissements qui permettent de le dire, que ce soit au niveau, par exemple, de la performance, au niveau du relevé de notes, et par exemple, c'est le premier de sa cohorte au niveau du baccalauréat en sciences biomédicales. C'est quelqu'un qui a été très prolifique à la maîtrise avec un article scientifique premier auteur, etc. Donc, souvent, on veut qu'il y ait ces éléments-là factuels pour démontrer l'excellence dans les différentes compétences. Et donc, avoir le CV va vraiment beaucoup aider vos référents, pardon. Les sponsors vont avoir 2 choses à remplir. La première, c'est le formulaire de notation. Et la deuxième, c'est un texte qu'ils vont devoir copier-coller dans une petite boîte sur le formulaire en ligne qui va dire pourquoi ils ont donné les notes dans le formulaire de notation. Donc, vous avez ici le formulaire de notation là, avec différentes caractéristiques, donc esprit critique, autonomie, persévérance, originalité, etc. Dans le fond, là, vous voulez, là, dans le meilleur des mondes, 2 références qui vont cocher « Faites toujours preuve » ici. Okay? Vous voulez que vos 2 mentors vous supportent à 100%. Et aussi vous supportent à 100% et soient capables de justifier chacun de ces caractéristiques-là. Donc, dans leur texte, il va falloir qu'ils mettent en évidence et qu'ils disent textuellement chacune de ces caractéristiques-là, okay, par la suite. Et par la suite, eux, il va falloir qu'ils copie-collent ce texte-là qui va venir justifier comment vous avez atteint ces différentes caractéristiques. Okay? Mais les référents, c'est des humains, puis comme tous les humains, leur mémoire peut oublier. Donc, pour vous, des fois, c'est évident, par exemple, si c'est une bourse doctorale, pour vous, mais ça fait 1 an que vous êtes au doctorat, pour vous, c'est encore clair ce que vous avez fait à la maîtrise, puis qu'est-ce que devrait savoir le mentor. La personne peut avoir oublié certains éléments importants. Vous voulez leur rappeler. Donc, ne soyez pas gênés de les aider à se rappeler des éléments clés de votre parcours, mais aussi de l'informer, puis de dire, à la maîtrise, c'est pas directeur de maîtrise, voici ce que j'avais fait. Oui? Non? OK, c'est bon, je pensais avoir entendu quelqu'un parler. Donc, vous pouvez rappeler à la maîtrise, voici ce que j'avais fait. Et dans le cadre de ma première année doctorale, voici ce que j'ai maintenant accompli. Donc, vous pouvez aussi les informer s'il y a eu du progrès récemment, donc si c'était des mentors précédents.
Et vous, dans le fond, vous voulez qu'ils puissent intégrer les différents éléments importants de votre CV et viennent encore une fois répéter, démontrer votre leadership et votre excellence scientifique. Donc, ça peut se traduire sous la forme de rementionner les prix et bourses, les publications, etc. Ou dire des expertises ou des techniques clés que vous avez apprises aussi. Par exemple, il s'est vraiment distingué au niveau de ses compétences, au niveau de l'utilisation de modèles animaux pointus, par exemple. Les lettres de référent pour être un bon endroit pour venir renforcer ces points-là. En d'autres mots, s'ils acceptent d'être aussi vos référents, vous pouvez leur envoyer poliment, leur suggérer poliment de voir s'ils accepteraient que vous leur écriviez un brouillon de la lettre de référence ou vous pouvez leur envoyer des textes qui viennent les aider à justifier chacune des caractéristiques. Évidemment, en général, je n'ai jamais vu de référent faire du copier-coller sans rien lire et sans rien changer. Okay? Donc, en général, ils vont reprendre des éléments importants et vont les intégrer à leur sauce pour bien soutenir votre candidature. Par contre, pour éviter que ça arrive, vous voulez quand même envoyer des textes différents à vos deux référents. Ça ne paraîtrait pas super bien d'avoir deux lettres de référence quasi identiques, bien évidemment. Donc, cela étant dit, donc, aidez vos référents à bien vous supporter lorsqu'ils vont remplir vos lettres de référence. Donc, maintenant, on en arrive à une autre section importante, évidemment, qui est le CV commun canadien. Puis ça, rendu là, il n'y a pas grand-chose. Si vous avez des catégories qui sont vides et que la demande est dans 2-3 semaines, c'est dur de les remplir. Gardez-les en tête. Au fur et à mesure de votre progression, il faut aller couvrir les 4 grandes catégories que j'ai mentionnées au début de la présentation. Mais évidemment, c'est important aussi de bien remplir le CV commun canadien. Donc, pour aller sur le CV commun canadien, vous allez sur le site du CV commun, vous faites entrer, puis après ça, vous suivez les instructions pour remplir le CV commun, mais format spécifique à une demande de bourse des IRSC. Donc, ça, je ne rentrerai pas dans le détail de ce qui est comme un peu plus pardonnez-moi l'anglais, de ce qui est obvious finalement au niveau de la demande de bourse des IRSC pour qu'est-ce qui est attendu dans le CV commun. Suivez les instructions des IRSC, ça va vous dire quelle section remplir comme il faut pour votre demande. Encore une fois, je vais simplement plutôt aller sur ce qui est moins clair dans les instructions, qui peut vous tirer dans le pied si vous le remplissez mal ou qui peut vous bonifier votre candidature si vous le remplissez comme il faut au-delà de ce qui est indiqué dans les instructions un peu génériques sur le site des IRSC et sur le site du CV commun. Donc, évidemment, dans le CV commun, là, ça, c'est assez standard. Vous remplissez tout ce qui est publication scientifique, présentation locale, nationale, internationale. Vous mettez les posters aussi. Les posters, ça va dans abrégé de conférence. S'il y a des dissertations, comme des rapports de stage ou une mémoire de maîtrise, vous pouvez les indiquer aussi. Donc, vous remplissez vraiment, allez rechercher tous les éléments que vous pouvez inclure dans votre CV commun canadien qui sont pertinents. Okay? Et remplissez bien les sections adaptées, c'est très détaillé, puis les instructions sont bonnes à ce niveau-là. Vous voulez aussi, pour tout ce qui est publication, présentation et poster, que tous les auteurs apparaissent. Okay? Ça prend les noms des auteurs et on veut voir où votre nom se situe. Vous pouvez aussi mettre en évidence votre nom, par exemple en le mettant en caractère gras ou en lettres majuscules. Okay? Surtout quand c'est des articles, là, je ne sais pas, des fois, on parlait d'études multicentriques tout à l'heure, il peut y avoir 25 auteurs. S'il faut que je cherche à chaque fois votre nom partout pour les articles et les présentations, pour juger de votre contribution, ça devient un peu lourd. Mettez-le en majuscule ou en caractère gras, ça ressort très facilement après. On ne cherche pas votre nom. Okay, il est premier auteur, il est 8e auteur, il est 3e nom ici. Ça va très vite et c'est facile d'évaluer votre dossier. Souvent, là, de la façon que le CV commun est fait, là, les posters arrivent sans auteur. Donc ça, c'est à vous de vous assurer que les noms des auteurs apparaissent parce qu'on a besoin de savoir c'est quoi votre position. Si vous êtes premier auteur tout le temps sur vos posters, c'est vous qui avez présenté, c'était vous le leader scientifique du projet. Ça, c'est important dans l'évaluation. Si vous êtes tout le temps 10e, 12e auteur, c'est une contribution qui est minimale et évidemment, ça vaut moins de points, entre guillemets, au niveau de l'excellence. Vous voulez avoir des contributions premier auteur et co-auteur, mais il faut qu'on puisse, en tant qu'évaluateur, juger de votre position au niveau des auteurs, puisqu'elle va indiquer en partie votre contribution scientifique à ces présentations, à ces publications-là. Vous pouvez, selon votre parcours, mettons, surtout à la maîtrise, vous pouvez mettre des présentations plus locales ou même des fois, si c'est des présentations obligatoires d'un stage de recherche dans le cadre du baccalauréat ou des journal clubs au niveau de votre axe de recherche, par exemple. Plus vous avancez dans le parcours doctorat, postdoctorat, plus vous voulez là, plutôt mettre l'emphase sur les présentations nationales et internationales.
Okay? Mais rappelez-vous que c'est toujours mieux d'avoir des petites présentations que rien du tout. Même chose au niveau des écrits. À la maîtrise, souvent, on n'a pas d'article encore, mais si déjà vous avez écrit des rapports de stage ou des mémoires, c'est quelque chose qui peut permettre d'aller chercher un petit peu de points à tout le moins au niveau de l'évaluateur. Maintenant aussi, une des lacunes qu'on voit souvent au niveau du CV commun, c'est que les différents stages de recherche ou expériences de recherche, il n'y a pas le nom des superviseurs, il n'y a pas les titres de projet ou de description. Donc, c'est marqué, par exemple, stage de recherche à l'Université Laval. Bon, au niveau de l'évaluateur, ça devient difficile à mettre en contexte, à juger de la pertinence, à mettre en lien avec le parcours ou l'attente en matière de formation. Donc, ça peut être une façon simple de venir bonifier ça, c'est de simplement dire stagiaire de recherche dans le laboratoire XYZ de l'Université Laval avec comme projet de recherche. Puis faites point, vous mettez une nouvelle phrase, même si c'est dans le titre, et dites le projet de recherche. Ou par rapport à ce projet de recherche-là, des fois, il y a une section où on peut mettre une petite description. Donc, il faut aller mettre une description ici ou des techniques que vous avez acquises qui sont en lien avec ce que vous avez besoin d'avoir acquis pour vos recherches doctorales, par exemple. Donc, on veut que ça soit intégré, mais on veut aussi être capable de bien comprendre chacune des éléments qui s'inscrivent dans votre CV commun. Vous pouvez utiliser des fois cet espace-là pour venir bonifier certaines sections que vous n'avez pas pu le faire avant dans le projet ou dans l'attente en matière de formation, par exemple. Et finalement, aussi, c'est important dans le CV commun que toutes les contributions scientifiques, mais aussi au-delà de la science, ressortent ici. Que vous avez, j'espère, décrit dans l'entente en matière de formation avec ce qu'on a discuté, mais il faut que ça se revienne aussi au niveau de votre CV commun. Donc, par exemple, si vous étiez dans des associations étudiantes, que vous organisiez des rencontres ou des webinaires comme aujourd'hui, que vous avez fait des projets spéciaux en dehors de l'académie, comme des projets entrepreneuriaux, des événements sportifs, des levées de fonds, etc. Donc, il faut que ce qu'on voit dans l'entente en matière de formation, les éléments importants qui démontrent votre leadership, qu'on se retrouve ici, encore une fois aussi, au niveau de votre CV commun canadien. Et encore une fois, ces différents éléments-là démontrent votre leadership, votre dynamisme, votre prise d'initiative, votre capacité à gérer des projets ou à gérer des individus. Si vous organisez des événements, il faut souvent gérer des bénévoles. Donc, c'est toutes des façons de démontrer les compétences que vous acquériez et aussi qui peuvent permettre à vos sponsors ou à vos référents de venir démontrer que vous avez acquis les différentes caractéristiques qu'ils doivent dire que vous avez acquis, justement. Si vous avez aussi supervisé des étudiants, souvent en doctorat, on va mentorer les étudiants de premier cycle. Vous pouvez aussi les ajouter ici. C'est quelque chose d'intéressant qui peut venir bonifier votre CV, bonifier la formation que vous avez eue jusqu'à présent. OK. Et donc, maintenant, on achève la fin. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé jusqu'à présent avec les différentes sections. Il reste 2 sections par la suite, contribution détaillée et autres documents. Donc, dans contribution détaillée, vous avez simplement à mettre la référence complète de vos articles publiés ou des articles qui sont acceptés, mais sous presse, tout simplement, et vous décrivez brièvement votre contribution. Okay? Donc, dans cette section-là, montrez seulement les publications que vous êtes auteur. On voit des fois des publications dans lesquelles le nom est mentionné dans les remerciements. Ça n'a pas sa place ici. Dans le CV et dans la contribution détaillée, on veut voir les publications pour lesquelles vous êtes mentionné dans les auteurs. C'est très important. Et aussi, quand vous décrivez votre contribution, soyez réaliste. De manière générale, tout le monde est assez réaliste. Vous pouvez demander à l'auteur senior de voir aussi si la contribution fait du sens, aussi à vos co-auteurs aussi. N'hésitez pas à leur demander. Mais un exemple, des fois, qui laisse une mauvaise impression à l'évaluateur, c'est par exemple, si vous êtes 4e auteur sur 15 et que vous dites que vous avez fait 30% du travail, il y a quelque chose qui ne marche pas. En général, les premiers auteurs sont ceux qui ont le plus contribué. Si le 4e a fait 30%, ça dénigre un peu le travail des 3 premiers auteurs qui auraient dû avoir plus que 30%, parce que sinon, ça ne fait pas 100% au total. Ça dénigre aussi ceux qui viennent par la suite. Et ça laisse une mauvaise impression, un peu presque irrespectueuse de vos co-auteurs. Donc, vous voulez que ça fasse du sens avec la position des authorships, la position des noms au niveau des authorships. Donc, c'est le seul piège à éviter à ce niveau-là. Maintenant, il y a aussi les autres documents à remplir ou à mettre en pièce jointe. Simplement suivre les instructions des IRSC à ce niveau-là. Là, c'est souvent assez générique comme documents qui sont requis. Donc, je n'ai pas besoin vraiment, il n'y a pas de piège à ce niveau-là. Simplement bien suivre les instructions, puis il n'y aura aucun problème de ce côté-là.
Donc, c'est ce qui conclut. J'espère que les trucs et astuces que je vous ai donnés aujourd'hui vont vous aider. Je vous souhaite bonne chance pour vos futures demandes de bourse. J'ai cru comprendre que la plupart d'entre vous appliquaient cet automne, donc bonne chance. Puis, si vous avez des questions, quoi que ce soit, ça me fera plaisir d'y répondre, que ce soit maintenant ou plus tard par courriel aussi, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Dr. Uday Walsh. C'était vraiment une superbe session. Thank you, Dr. Uday Walsh. If anyone has any questions, quelqu'un a des questions, feel free to raise your hand or write it in the chat. Levez votre main virtuellement ou écrivez votre question dans le chat, s'il vous plaît. Aussi, est-ce que s'il y en a qui ont déjà appliqué et qui ne savent pas nécessairement, là, parce que avec les critères d'évaluation actuels, vous avez seulement une note et ça devient dur des fois de savoir c'est quoi vos faiblesses. On peut aussi essayer d'en discuter si vous voulez. Simon, go ahead. Oui. Oui, bien, premièrement, un gros merci, Dr. Walsh, pour la présentation. J'aurais juste une petite question dans le fond. Je me demandais qu'est-ce que vous pensiez dans les différentes sections, par exemple les training expectations, qu'on ait des sous-titres par section un petit peu pour vraiment, dans le fond, différencier les certaines sections qu'on a dans le texte. On entend à la fois des gens qui vont être pour parce que ça vient mieux différencier les différentes sections, mais d'autres qui vont dire que trouvent que ça affecte, dans le fond, pardonnez-moi l'anglicisme, mais le flow, dans le fond, du texte. Je me demandais juste si vous aviez un avis là-dessus. Bien, je serais allé avec l'anglicisme. C'était le mot qui m'était venu en tête avant que vous le disiez. Tant que ça ne nuit pas au flow. Puis ça va être important parce que si ça brise au fur et à mesure qu'on lit, ça rend l'évaluation plus difficile parce que la demande est plus difficile à lire. Si les différentes sections s'intègrent bien, moi, je ne vois pas de problème. Souvent, ce qui se met le mieux, c'est une intégration chronologique. Mais c'est ça, dépendamment des dossiers ou des parcours, des fois un peu plus atypiques, ça peut être séparé par section. Donc, une section plus académique, par exemple, puis une section entrepreneuriale pour dire quelque chose. Mais les deux peuvent très bien aussi s'intégrer ensemble. Donc, moi, je ne vois pas de problème. Si vous êtes capable de montrer à la maîtrise, au doctorat, j'ai intégré 2 volets importants, ça montre que je suis capable de gérer des projets importants, les mener à terme et les mener en parallèle, ce qui devient important au doctorat. Donc, les 2 formules peuvent s'appliquer, mais c'est à vous de s'assurer que le flow se passe bien, qu'on comprenne bien et qu'ils s'intègrent bien ensemble avec toujours votre vision future au niveau professionnel. J'espère que ça répond à la question, là. Oui, merci. Ben, il reste une certaine ambiguïté, mais je pense que c'est normal aussi en même temps. Les 2 manières peuvent se faire. Fait que, merci quand même pour votre opinion. Là. Oui, c'est ça. Puis le caractère gras, moi, je le vois moins, puis je pousse moins mes étudiants à l'utiliser dans la section attente en matière de formation, mais c'est quelque chose qui peut être remis aussi pour remettre en valeur certains points. N'hésitez pas à l'utiliser aussi. Il y a une question dans le chat de Nathan Urgar. Comment intégrer les SDG des Nations unies comme requis par le FRQ cette année dans une application? C'est ça. Vous pouvez le mentionner, là, ça c'est un critère assez particulier. Vous pouvez le mentionner évidemment en lien avec le projet de recherche, selon les retombées scientifiques de votre projet de recherche. Là. Si c'est en santé, je ne me souviens plus c'est quel ODD au niveau des Nations unies, mais il y en a un qui c'est vieillir en santé ou quelque chose comme ça. Fait qu'évidemment, l'aspect scientifique peut supporter un des objectifs des Nations unies, mais aussi à travers attente en matière de formation. Généralement, c'est là que vous pouvez faire ressortir aussi votre implication. S'il y a de la vulgarisation, là, vous pouvez dire, bien, ça vient me toucher, moi, des valeurs qui me sont chères, par exemple, la communication ou c'est l'enseignement, je crois, ou l'accès à l'enseignement, par exemple. Donc, c'est à travers attente en matière de formation, vous allez pouvoir venir bonifier aussi cette section-là. Ce n'est pas nécessairement le même nom là, au FRQ, mais c'est un peu le même principe, ces sections-là aussi. Là. Je ne sais plus le nom précis du FRQ, là, mais les mêmes concepts vont s'appliquer tant aux IRSC qu'au FRQ. Il y a une question aussi de Goodars qui demande si vous voulez partager votre adresse courriel. Si vous voulez, je peux le partager avec le lien YouTube qui va être partagé à la fin de la session. So, just for people who don't speak French, I can share Dr. Uday Walsh's email, which he just put in the chat, in the email that you'll receive in the coming days that will contain the YouTube link to this recording. So you'll have access to it. You can ask him some questions. And thanks for the comment, Gotthard. And yes, I'll also make a link for the PDF of my slides.
D'autres questions? Any other questions? Okay, well, with that, I thank you so much, Dr. Odeh Welsh. Merci beaucoup pour une présentation, vraiment une super présentation. Good luck, everyone, with preparing your applications. I'm sure that this will have a really positive impact on all of your applications, and good luck in your future endeavors. Bye Parfait. tout le monde. Bonne chance à tous. Good luck, everyone. Bye-bye. Bye.